J'ouvre le second débat de ce Sens Public consacré aux déserts médicaux, moyens à mettre en œuvre pour y remédier. La proposition de loi du député Horizon. Je vous propose de rester en place quelques secondes. Frédéric Valletoux est examiné en ce moment au Sénat. Comment est-elle accueillie par les médecins? Réponse Jérôme Rabier. Je vous libère. C'est une proposition de loi venue de l'Assemblée qui met en rage les syndicats de médecins. Depuis hier débattu au Sénat, ce texte vise à réorganiser à la marge l'organisation des soins, par exemple en obligeant les médecins du privé à assurer eux aussi des gardes, pour l'instant réservées aux médecins des hôpitaux publics. Le texte initial automatisait aussi l'inscription des médecins libéraux à des associations locales pour mieux organiser la permanence des soins. Mais le Sénat a supprimé cette disposition. Pour la rapporteure, ce n'est pas en leur tordant le bras que les médecins s'impliqueront. Aucun amendement de régulation d'installation des médecins généralistes n'a été voté parce que je pense que ça serait contre-productif. On ne fera pas sans les médecins. C'est eux qui posent le diagnostic, donc c'est en travaillant avec eux, notamment, je l'ai dit, avec les jeunes médecins, avec les quadras qui ont bien conscience des enjeux aussi pour la population, qu'on pourra avancer. Le Sénat n'a donc pas voté de contraintes d'installation dans certains territoires devenus des déserts médicaux, mais a adopté quelques mesures symboliques, comme la possibilité de remplacer le passage chez le médecin pour obtenir un certificat enfant malade par une simple déclaration sur l'honneur remise à son employeur. Si le Sénat n'a pas rajouté de contraintes, c'est aussi pour ne pas jeter de l'huile sur le feu au moment où les discussions reprennent entre médecins et État, notamment sur le prix de la consultation, après des mois de conflit. Côté syndicat, on rejette en bloc toute mesure qui viendrait perturber ces discussions. On n'a pas à donner gage et à dire on va vous sauver les fesses, passez-moi du terme, en s'installant dans des endroits qui ont été totalement abandonnés de la République. Ce pays a manqué le virage d'aménagement des territoires et il voudrait faire réparer ça par les médecins qui n'y sont pour rien. Il faudra désormais compter sur le dialogue pour tenter d'inciter plutôt que de contraindre les médecins à s'installer dans des zones peu pourvues et à attirer les jeunes professionnels vers la médecine générale, très peu choisie par les jeunes diplômés alors que les besoins sont immenses. Comment lutter contre les déserts médicaux, c'est le thème de notre débat. J'accueille Françoise Gatel. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sénatrice Union centriste d'Ille-et-Vilaine. Guillaume Bailly, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le président de l'intersyndicale nationale des internes. Frédéric Bizard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, économiste de la santé, professeur d'économie à l'ESCP et président de l'Institut Santé. Avec nous également en duplex, Frédéric Valletoux, député Horizon de Seine-et-Marne, rapporteur de la proposition de loi sur l'accès aux soins qui est débattue en ce moment au Parlement, et Mathieu Croissando, éditorialiste politique. Bienvenue de nouveau, Mathieu. Peut-être le constat pour commencer, quelques chiffres. 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant, 10% d'entre eux souffrent d'une affection de longue durée et selon les chiffres de l'assurance maladie, on dénombre également 700 000 malades chroniques sans médecin traitant. Je commence avec vous, Frédéric Valletoux, puisque vous portez cette proposition de loi. Vous proposez notamment la création de conseils territoriaux de santé. Un, de quoi il s'agit. Deux, en quoi ça pourrait permettre de résoudre en partie cette question des déserts médicaux. Bonsoir. Alors, je ne crée pas des conseils territoriaux de santé. Les conseils territoriaux de santé sont des instances de dialogue qui ont été créées il y a une petite dizaine d'années, mais qui aujourd'hui sont vides de sens et ne sont pas opérationnels parce qu'ils n'ont, par la loi, aucune mission, aucune responsabilité. Donc la proposition de loi propose de doter ces conseils territoriaux de santé, qui sont des instances de discussion au niveau territorial, de vraies missions, et notamment par exemple d'organiser, puisque vous en parliez, la permanence des soins dans les territoires, de trouver des solutions pour améliorer l'accès aux soins. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est quoi derrière? C'est de responsabiliser les acteurs de santé dans les territoires, de leur faire confiance, parce qu'ils sont les plus à même, territoire par territoire, les besoins ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre. On le dit suffisamment et on le pense suffisamment au Sénat, eh bien pour pouvoir répondre, organiser une réponse pour les Français dans l'accès aux soins. Donc ces conseils territoriaux de santé associeront tous les professionnels de santé, publics, privés, mais aussi les collectivités locales, les instances de régulation, je pense à l'ARS ou aux administrations diverses qui ont maille à partir à la santé. Donc c'est vraiment une instance de dialogue localisée pour que localement les choses puissent s'organiser, et donc différemment
qu'aujourd'hui, on aura un modèle de santé qui est très centralisé. Alors, on va commencer sur ce thème-là. Françoise Gatel, territorialiser, donner plus de pouvoir aux acteurs du territoire pour finalement prendre les décisions en matière de santé, de déploiement des médecins. Bonne idée ? Alors en tout cas, les élus locaux sont tenus pour responsables très souvent de ce qu'on appelle les déserts médicaux et des difficultés, et que je pense qu'il faut en tout cas favoriser le dialogue entre les professionnels dont il faut respecter les compétences et les élus locaux. Alors je salue la proposition de Frédéric Valletoux, mais pour dire que le problème il est grave, c'est le 7e texte en 15 ans sur le sujet, et que je pense qu'il faut que tous ensemble on travaille en respectant à la fois un principe de liberté mais aussi de responsabilité, et que très sincèrement je pense que ce sujet de l'accès aux soins, c'est la préoccupation première des Français, et qu'on a un vrai sujet, mais qu'en même temps on est mais tous... pourquoi les textes précédents n'ont pas servi à grand-chose si à chaque fois on avance un peu, mais on a... Enfin, je voudrais dire que on ne va pas trouver là ce soir ni demain matin, en dépit de la qualité des propositions, des solutions, parce qu'on part d'un déficit organisé. C'est-à-dire qu'on a créé la pénurie parce qu'à un moment, on a décidé d'un numerus clausus sans penser que les gens vivaient plus longtemps et qu'on mettait en place de la prévention. Donc on consomme, entre guillemets, plus de médecins. Et puis on a totalement... oublié, ou on n'a pas vu venir le fait que les médecins, comme chacun d'entre nous, ils vivent autrement. Et que le médecin qui est tout seul dans son village, qui faisait 60 heures, ça, c'est plus possible. Il y a une féminisation de la profession. Et donc, nous, aujourd'hui, on a tous à gérer la pénurie et la difficulté. Donc, on essaie de trouver des choses et on progresse. Et que moi, je pense qu'il faut respecter les professionnels que sont les acteurs de santé. On ne peut pas les contraindre, mais qu'en même temps, chacun de nous a un devoir de responsabilité. Parce que l'accès aux soins, c'est quand même un sujet extrêmement particulier. Je pense qu'on a tous une responsabilité et qu'il faut qu'on sorte de là d'une manière innovante, parce qu'on ne peut plus simplement dire on va installer les médecins ici ou là. Ouais. Alors la question de la coercition, on en parlera évidemment dans ce débat. Guillaume Bailly, vous y échappez pour l'instant. Pour l'instant. Vous dites pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que je me range sur le constat de Madame la sénatrice. C'est une ritournelle qu'on entend maintenant depuis un certain temps et qui revient à chaque rentrée un peu comme une menace, comme une épée de Damoclès, comme vous le dites. Le souci étant que l'accès aux soins est un sujet trop important pour partir sur des mesures improvisées et surtout ne prenant pas en compte la voix des jeunes médecins que je représente aujourd'hui. Ça, c'est primordial. Les jeunes médecins, on a un peu l'impression, si vous voulez, de payer le prix de politiques pour lesquelles nous n'étions même pas, pour certains, nés à l'époque, en tout cas, et qui, aujourd'hui, revient un petit peu tel un cycle, avec trop de médecins, pas assez de médecins, et on arrive, vous voyez, à ce registre-là. La coercition n'est pas la solution. Depuis le temps que ça a été proposé, si ça l'a été, on le saurait, en tout cas. Tous les débats qui sont portés... Est-ce que ça n'a jamais été testé seulement ? Alors ça a été testé dans certains pays européens. Je vous remercie de me poser la question. En Espagne, pour reprendre les mots de votre confrère sénateur, depuis que la coercition a été installée, 18 000 médecins, jeunes médecins diplômés en 10 ans, ont fui le pays, ont fui l'exercice médical en Espagne. Donc ici, nous avons de très bons exemples aujourd'hui en Europe, puisque vous savez que la France est un désert médical, l'Europe est un désert médical, et qu'on peut aussi regarder à droite, à gauche, que font nos voisins, ce qu'ils font de bien et ce qu'ils font moins bien, et sans surprise, ça ne marche pas. Bon, mais il va bien falloir trouver des solutions quand même. Et on en a. Frédéric Bizard, ces conseils territoriaux de santé, vous dites quoi ? C'est un nouveau machin administratif ? Ça peut être une solution ? Je crois que depuis le début de cette émission, on constate que même ceux qui défendent ce projet de loi disent que ça n'a probablement rien changé. C'est-à-dire que c'est un machin technocratique supplémentaire qui existe déjà, mais qui n'a aucune... ce qu'a dit Frédéric Valletoux est vrai, c'est-à-dire qu'on n'a donné aucune fonction. Mais, si vous voulez, trois choses. La première, c'est que moi, je suis quand même assez surpris, en tant qu'analyste un petit peu du système, par le côté très anachronique
cette proposition de loi qui est sur le fait. C'est-à-dire qu'on a un secteur en souffrance avec des pénuries partout. On parle de la médecine de ville, mais on peut parler de l'hôpital public qui est dans un état de pénurie important. Les médicaments qui sont en pénurie dans le médico-social, on n'en parle pas. Donc on voit vraiment que c'est très général. Donc d'ailleurs, en général, quand il y a une crise comme ça systémique, c'est par une réforme systémique. Là, on est sur des petits bouts. Et en fait, c'est pas assez ambitieux, c'est ce que vous dites. Non, mais c'est une loi de contrainte, c'est une loi d'obligation. On oblige tous les professionnels de santé à être dans des CPTS. Un machin de plus qu'on a créé, dont on n'a fait aucune évaluation, communauté professionnelle territoire de santé. Oui. Ce ne sont que des machins qui sont inconnus du public. Il faut savoir qu'on fait des choses en général pour améliorer l'état de santé, le fonctionnement du système pour le grand public. Mais tout ce dont on parle là est absolument inconnu du grand public, ce qui montre que ça sert à peu près à rien, puisque c'est ressenti comme un... Deuxième chose, cette loi, elle est quand même très idéologique. Parce qu'elle renforce le poids de l'État, et c'est une volonté de certains, depuis les ordonnances Juppé, c'est porté par des gens qui pensent... C'est parce que nous disait Frédéric Valletoux à l'instant, il disait au contraire donner plus de pouvoir au territoire. Exactement, parce qu'on dit l'inverse en fait de ce que porte la loi, c'est bien connu. Pour surtout, on respecte les professionnels de santé, mais l'objectif, c'est de vider de sa substance tout le pouvoir médical. Peut-être qu'il était excessif il y a 30 ans, mais là, on a mis un mouvement de balancier excessif vers le tout pouvoir technocratique. Donc, on invente des outils, on a dit mais servez-vous-en, c'est à vous. Mais le seul décideur, parce que c'est CTS, vous savez ce qu'il y a dedans, au-delà de tous les professionnels de santé, quand vous mettez tout le monde sans vous préoccuper de qui fait quoi, en fait, c'est que vous voulez pas trop que ça serve. Par contre, il y a deux acteurs qu'on rajoute avec cette loi. Le directeur de l'Agence régionale de santé, représentant de l'État, et le préfet. Parce qu'on considère que les ARS, ça marche pas très bien, donc on se dit il faut y mettre le préfet. Autant vous dire que c'est un machin pour les professionnels de santé. Alors, je vois Frédéric Valletoux, évidemment, qui demande la parole pour défendre sa proposition. Non, mais je regrette la caricature, surtout venant de quelqu'un qui connaît aussi bien les sujets de santé. Je regrette la caricature parce qu'on ne peut pas d'un côté vouloir dire il faut décloisonner notre système de santé qui est trop engoncé dans la bureaucratie, les gens ne se parlent pas, c'est pas assez fluide, il y a de la déperdition d'énergie, c'est vrai, il y a de la déperdition financière, c'est vrai, il y a de la déperdition d'efficacité dans la prise en charge pour les patients et donc pour les Français, c'est totalement vrai. Et puis refuser qu'à un moment les gens se parlent. Alors, je veux dire, moi je ne sais pas comment des systèmes et des gens peuvent inventer des modes de prise en charge nouvelles s'ils ne se parlent pas. Et donc les conseils territoriaux de santé, c'est juste l'endroit à partir du moment où, je le redis, c'est pas une invention de ma part, c'est une invention de la loi Touraine qui date de 2016, qui aujourd'hui ne sert à rien, réunit des gens pour rien, et donc c'est effectivement une instance dite bureaucratique. Mais qu'est-ce que ça change, pardon de vous interrompre, qu'est-ce que ça change d'y rajouter, si j'ai bien, pardon de vous interrompre, qu'est-ce que ça change d'y rajouter, si j'ai bien compris, le directeur de l'Agence régionale de santé et le préfet? Ça change que tout le monde est autour de la table. Et quand le maire d'une grande ville sera autour de la table pour dire « Attendez, la permanence des soins, vous me dites que ça marche, vous professionnels, vous monsieur le préfet, vous monsieur le directeur de l'ARS, mais ça ne marche pas. Parce que dans ma ville, voilà tous les cas que moi je remonte de mes habitants qui me disent que… Ou quand il y aura les libéraux à travers les CPTS qui diront « Mais attendez, l'hôpital ne peut pas fonctionner comme il fonctionne parce que nous aussi on a d'autres mots à dire sur la prise en charge, je ne sais pas quoi, moi, des malades du diabète, pour rendre plus efficace la prise en charge, il faut arrêter de faire du tout hospitalier, il faut faire confiance à la médecine de ville. » Si les gens ne se parlent pas, ils n'inventent pas des modes de prise en charge très différents. Vous savez, il y a des expériences qui ont été faites depuis des années dans des territoires très différents de France. Je ne vais pas les citer, mais et qui montrent que sur une même thématique, ça avait été fait sur le diabète et ça avait été fait sur l'insuffisance cardiaque, le Sud-Bretagne, le Nord-Alsace, l'Aube autour de Troyes, etc. Il y avait 5 territoires qui avaient expérimenté des choses. À l'arrivée, sur les mêmes pathologies, on voyait que l'organisation était très différente parce que d'un territoire à l'autre, les professionnels ne sont pas tous autant représentés. Parfois, il y a plus d'hôpital, parfois, il y a moins d'hôpital, parfois, il y a plus de libéraux, parfois, il y en a moins, etc. Parfois, il y a des collectivités plus impliquées que d'autres. Et donc, à l'arrivée, ça donnait des organisations très différentes, mais pour une qualité de prise en charge qui était améliorée pour les patients. Et effectivement, on travaille pour qui? On travaille pour les patients, pour les Français, et pour une amélioration, une plus grande efficience. Donc, arrêtons les caricatures. On a compris la logique. Pardon, j'essaie de faire en sorte que la parole se diffuse le plus possible. Vous vouliez évidemment réagir, et après, on va essayer d'avancer sur des solutions. Il y a un principe de réalité, c'est que vous avez... c'est reconnu d'ailleurs dans les motifs de cette loi, c'est-à-dire qu'il faut simplifier. Enfin, ce CTS
Donc, Conseil territorial de santé était quand même un machin supplémentaire. Il ne remplace rien. C'est-à-dire que vous avez toujours les communautés professionnelles de territoire de santé, les groupements hospitaliers de territoire, les territoires de permanence des soins, les territoires de la... Non mais je vous assure, c'est juste... Oui, donc, Françoise Gatel, ce que j'entends, c'est trop d'État, trop d'administration. Je respecte ce que vous dites, mais je partage ce que dit Frédéric Valletoux. On ne peut pas dépeindre les choses comme ça. Et parlons de réalité. Moi, je suis sénatrice d'Ille-et-Vilaine, dans une ville de 4000 habitants, à 15 km de Rennes, au mois de juillet, dans un cabinet médical où il y a 3 médecins, il y a 2 médecins qui viennent dire au maire, nous, en septembre, on ferme. Et le 3e médecin dit, donc moi aussi, j'arrête. On fait quoi? On fait comment? On est à 14 km de Rennes. Donc on a un vrai sujet et l'accès aux soins est une responsabilité qui doit être partagée et on ne peut pas accepter qu'il y ait autant de Français qui n'aient pas d'accès aux soins. Et je veux aussi parler des EHPAD. On a 1600 EHPAD où il n'y a pas de médecin coordonnateur. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est chacun dans son coin. Donc le médecin de ville parle au médecin de ville. Il ne parle pas forcément au pharmacien, à l'infirmière. On a inventé des choses. On a inventé les pratiques avancées des infirmières pour dire on ne va pas inventer des médecins, mais on va pouvoir articuler une chaîne de soins. Les pharmaciens peuvent faire des choses. Ça, on y reviendra un peu plus tard. Voilà. Mais donc vous dites, on a là potentiellement un espace pour que effectivement des professions qui ne se parlaient pas assez je veux bien qu'on dise qu'on crée des machins, mais sincèrement, on ne peut pas reprocher aux gens d'essayer de faire des choses et que si sur le territoire on ne fait pas parler les gens, il y a des endroits où ça marche très bien. Allez, on essaie de proposer, on va voir ce que vous proposez comme solution les uns et les autres, mais d'abord, un constat, vous venez d'en faire un dans votre région en Ille-et-Vilaine, en voici un autre en Ariège. C'est un patient dans un centre de santé qui décrit tout simplement ce qu'il vit ou ce qu'il a vécu ces derniers mois. Ici, pendant pas mal de mois, il n'y a plus de médecin puisque celui du village où les 3/4 des gens allaient est parti à la retraite. Et du coup, on s'est retrouvé sans médecin. Et dans une petite contrée comme Sainte-Croix-Volvestre, en Ariège, c'est nécessaire, comme partout, quoi. Mon sentiment, c'est qu'on favorise beaucoup les villes et que c'est vrai que c'est difficile de faire venir des médecins en milieu rural. Et quand vous avez un médecin qui se trouve à plusieurs dizaines de kilomètres, qui lui déjà est saturé de personnes, c'est très compliqué pour avoir un rendez-vous. Et c'est nécessaire. Guillaume Bailly, qu'est-ce que vous proposez? Puisque vous dites, la coercition, on n'en veut pas, des mesures qui s'en rapprochent non plus, qu'est-ce que vous proposez? Moi, j'entends complètement ce que vient de dire ce monsieur. C'est un appel des Français d'avoir accès aux soins. Maintenant, je pense qu'on s'intéresse beaucoup, et j'ai beaucoup entendu dans vos interventions, finalement, les conséquences et non la cause réelle. Sans surprise, l'accès aux soins, c'est quoi? C'est avant tout une question d'effectif médical. D'accord? Donc on parle de numerus clausus, on s'est attaqué là-dessus en disant on fait sauter les vannes du numerus clausus et on ne s'intéresse pas. 3 ans, c'est depuis 2020. Ce ne sera pas effectif avant effectivement quelques années. Et on ne s'intéresse pas à un élément absolument essentiel. Aujourd'hui, on estime entre 10 à 15% d'abandon des études de médecine au cours de leur cursus. Et pourquoi? Parce que les études de médecine, de la première jusqu'à la dernière année, sont une traversée d'épreuves du début jusqu'à la fin. Non-considération, harcèlement, non-décompte du temps de travail des internes, rémunération qui n'avoisine même pas le SMIC horaire. Autant d'éléments qui fait que quand on est à un âge proche de la trentaine, à la croisée de projets professionnels, parentaux, familiaux, tout ce que vous voulez, on n'a pas envie, en plus, de se faire réguler, d'aller dans un endroit où on n'a pas forcément d'accès. C'est ça, je pense qu'il faut bien avoir en tête. C'est 10 à 15% d'abandon des études de médecine. Vous dites s'il y a de la coercition, ce sera encore pire, quoi. Il y aura, comme en Espagne, encore plus de jeunes médecins qui voilà, c'est de rajouter du pire sur le pire. Je trouve qu'on balaye l'argument de la coercition de façon assez rapide. Mais j'avais prévu d'en reparler, mais allez-y. Est-ce que la santé est un bien comme un autre? Absolument. Non. Non, je pense pas. Est-ce qu'il y a un impératif de santé publique et une urgence qui dit qu'on change les choses? Oui. Donc ensuite on dit est-ce que la profession est capable de s'autoréguler? Non, on l'a vu. Est-ce que les politiques d'incitation, il y en a eu qui ont été mises en place depuis déjà plus de 15 ans, est-ce que ça a marché? Non plus. Donc je ne dis pas que la coercition est la solution, mais il y a quand même quelque chose d'incroyable à dire on ne l'a jamais testé mais ça ne marchera jamais.
qu'on évacue ça comme débat, et qu'on soit un pays qui soit capable de réguler ou d'interdire l'implantation de supermarchés et pas capable de réguler ou d'interdire l'installation de professionnels de santé. Moi, c'est quelque chose. Deux exemples. Je ne suis pas un spécialiste, mais c'est quelque chose qui me frappe. Pour commencer, je vous donne la parole. On a d'autres professions qui sont régulées actuellement, dont les pharmaciens. Ça ne fonctionne pas non plus. Donc là, on a à la fois un exemple en termes d'autres professions et puis d'autres pays qui l'appliquent. Pas dire ça. En tout cas, vous avez le pharmacien, vous avez le commerce qui ne peut pas s'installer partout, c'est normal. Mais il y a une raison fondamentale à ça. Qui sont mieux régulés. Quelle erreur sur la coercition. Vous savez que là où il y a le plus de coercition, c'est dans l'hôpital public. Et d'ailleurs, M. Valtou a dirigé 12 ans l'hôpital public en pensant que plus il y aurait de coercition sur l'hôpital public, ça marcherait. Comme ça ne marche pas, le problème, c'est la médecine de ville. Parce que cette loi, elle est une loi un peu revancharde sur la médecine de ville, d'où l'opposition. C'est pas moi qui le dis, il y a une opposition à peu près de tous les professionnels de ville sur cette loi. Donc il y a quand même une volonté de mettre au pas cette médecine de ville. Qu'est-ce qui se passe au cœur du service public hospitalier, dans le secteur public hospitalier? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Il y a un phénomène de mercenarisation. C'est-à-dire qu'on a tellement serré la vis à des gens qui ont fait une douzaine d'années d'études, qui demandent quand même un petit droit d'organisation de leur travail. Parce que si c'est pas eux, c'est qui? Si c'est pas eux, c'est qui? C'est les technocrates, c'est l'administration. Il en faut de l'administration. Mais est-ce que l'autorégulation, ça marche? Donc, attendez, je finis juste. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils se mercenarisent, il dit. Et vous savez que les directeurs d'hôpitaux pleurent de tout ce qu'ils peuvent pour avoir des médecins. Et le médecin dit, c'est à mon tarif et quand je veux. Si vous faites la coercition en médecine de ville où vous avez une majorité de médecins ou de professionnels libéraux, qu'est-ce que vont faire les libéraux? C'est pas très compliqué à comprendre. Il y en a une qui l'avait très bien expliqué, c'était Madame Buzyn, à ça, quand on connaît. Eh bien, ils vont se mercenariser, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre dans un statut de remplaçant et le maire pleurera, comme pleurent aujourd'hui les directeurs d'hôpitaux, ils vont voir les médecins qui se vendront au plus au fond et on va casser tout esprit de service public qui existe encore chez ces médecins. J'entends cet argument. Tout le monde n'est pas d'accord. Par exemple, le député socialiste de la Mayenne, Guillaume Garot, qui lui plaide pour une coercition. On l'écoute. Nous disons à nos médecins, n'allez plus vous installer là où les besoins de soins sont déjà pourvus, mais allez vous installer où vous voudrez, ailleurs là où les besoins de santé ne sont pas pourvus, là où vos patients vous attendent. Allez, Françoise Gatel et ensuite Frédéric Valtou. Ça, quand on entend ça, on se dit, bah oui, c'est du bon sens, pourquoi pas la coercition? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, voilà, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais on a un vrai sujet et que je partage votre interrogation. C'est est-ce que la santé est un bien comme un autre? Aujourd'hui, on a dans ce pays des biens qui sont des biens communs. Je pense à l'eau potable. On est obligé de fournir de l'eau potable à tout le monde sur le territoire national, quel que soit l'endroit où on habite, y compris à 25 km d'une ville. L'accès aux soins, c'est quand même un vrai sujet, que l'État a une obligation d'y répondre en respectant les professionnels de santé. Mais quand vous dites que les gens vont devenir des mercenaires, mais c'est le cas. Moi, je suis désolée. Non, attendez. Dans mon département d'Ille-et-Vilaine, qui n'est pas un département rural, voilà, moi, je connais des tas de maires qui m'expliquent qu'ils font la chasse aux médecins, que c'est de la surenchère de conditions d'installation et qu'à un moment, il y a même des maires en Ille-et-Vilaine qui ont salarié des médecins parce que l'exercice est compliqué. Mais moi, je veux bien il faut qu'on prenne en compte ce que vous dites, mais en même temps, comment vous allez garantir à ce monsieur, au-delà de notre compassion, que ce monsieur, il habite là où il habite, parce qu'il peut peut-être pas faire autrement, en tout cas c'est là où il vit, et qu'on va dire que, eh ben non, vous êtes trop loin, parce qu'on n'a pas d'offre de santé à vous proposer. Et que les médecins, ils ont de la liberté, mais on a tous un sens de la responsabilité. Moi, ils l'ont pas, les médecins. Non, mais attendez, moi j'ai trop de respect pour les médecins, pour avoir un discours simple. Non, mais ayant été élu local, j'ai beaucoup travaillé avec des médecins qui font un travail. Non, mais monsieur, moi je pense. C'est ça le problème, c'est est-ce que vous faites confiance que je peux finir? Non, moi je suis désolée, mais aujourd'hui. L'État est mieux pour réguler. Mais excusez-moi, moi je suis OK pour que vous réguliez, mais est-ce que ça a marché? Je me permets d'intervenir. Mais ça a marché pendant 50 ans. On n'a pas de solution. Mais le médecin généraliste et libéral, il a assuré. Non, mais vous proposez. Mais parce que tout s'effondre, madame, tout s'effondre. C'est parce qu'en effet, il y a une politique depuis 20
20 ans, d'abord parce qu'il y a un changement de monde entre une fois qu'on a dit ça, vous faites quoi, monsieur? C'est en rajoutant de la coercition et de la technostructure. Mais ça, madame, on déjeune ensemble et je vous expliquerai toute la refonte du système de santé. Allez, bien sûr. Des choses. Guillaume Bailly, un mot et ensuite Frédéric Valtou. Mais juste d'intervenir sur le terme mercenariat qui, à mon sens, c'est très mal utilisé en ce terme-là. On parle avant tout, à la rigueur, de mesures incitatives, c'est-à-dire mettre à disposition des logements, en fait, des conditions d'attractivité. Non, mais du mercenariat, il y en a. Oui, mais il y en a où, il y en a pourquoi. Vous allez me parler de l'intérim médical. L'intérim médical, encore une fois, pourquoi l'intérim médical existe? Et pourquoi des établissements entiers ne fonctionnent qu'avec de l'intérim médical? C'est la question que je vous pose. Et ben, je vais vous apporter la réponse, puisque sans surprise, dans ces établissements-là, nous ne recrutons plus de médecins en fonction des conditions d'exercice qui sont mauvaises. On a une perte de l'attractivité de la profession, et si vous voulez l'étouffer, effectivement, on ne s'intéressera pas aux bons effets. Frédéric Valtou, vous n'allez pas jusqu'à la coercition dans votre proposition de loi, pourquoi ? Non, mais c'est pour ça que là aussi, attention aux caricatures qui sont faites, et pardon Frédéric Bizard, mais dans les propos, beaucoup de caricatures, il n'y a aucune disposition de coercition dans la proposition de loi. L'Assemblée nationale a, sur un amendement de Guillaume Garot, statué sur la question de l'installation, de l'obligation à l'installation, et l'Assemblée nationale l'a refusé. Et ce n'était pas dans mon texte initial. Le Sénat a été saisi d'amendements similaires. Le Sénat l'a refusé il y a quelques heures ou quelques jours. Donc, je veux dire, arrêtons. On n'a jamais dit que c'était dans la proposition. Mais pourquoi n'allez-vous pas jusque-là? C'est ça qui m'intéresse. Parce que je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans une période de crise démographique. En fait, le cœur de la crise du système de santé, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans le monde libéral, c'est une crise démographique. Il n'y a plus assez de professionnels qui prennent en charge les patients. Voilà. Donc ça, évidemment, je suis totalement d'accord, on ne fera aucun système, nous les élus, nous les politiques, contre l'avis des soignants. Et c'est donc aux soignants. Et la crise de la médecine, la crispation des syndicats de médecins libéraux, elle naît aussi de ça. C'est-à-dire que pendant des années, ils ont fait l'autruche à ne pas vouloir voir cette crise qui s'annonçait. Et que, en tant qu'acteurs du débat public, du débat politique, du débat public sur leur profession, c'est aussi la mission des organisations syndicales, il n'y a eu aucune proposition pour dire voilà comment nous, on imaginerait, comme l'ont fait les dentistes, comme l'ont fait les pharmaciens, comme l'ont fait les infirmières, comme l'ont fait tout un tas d'organisations professionnelles, les médecins n'ont jamais voulu voir cette question de l'égal accès aux soins et de la juste répartition des forces médicales en faisant des propositions. Donc ils ont le temps, puisqu'effectivement, comme le disait Guillaume Bailly à très juste titre, on va retrouver des effectifs de médecins en nombre, non pas suffisant, mais en tout cas en plus grand nombre, je pense au début des années 2030-2035, entre 2030 et 2035. Donc ça laisse quelques années aux organisations professionnelles pour nous dire voilà comment nous, on va, dans les années qui viennent, éviter de refaire les erreurs du passé. Cette concentration, je vais vous donner juste un chiffre, 25% des spécialistes en France, 25%, un spécialiste sur 4 est installé sur 5% du territoire. On voit bien là qu'il y a un problème d'accès aux soins. Je ne parle pas des généralistes, je parle des spécialistes, mais on pourrait parler aussi des généralistes. Avec le temps, ce n'est pas de la faute des médecins, c'est que la libre installation, la main invisible du marché, n'a pas réparti de manière harmonieuse les forces médicales sur le territoire. C'est profondément vrai. Et donc, à la profession de nous faire des propositions. Votre réponse à ça? Qui peut se targuer aujourd'hui d'avoir trop de médecins spécialistes ou trop de médecins généralistes? C'est une question très sincère. Vous parlez des amendements. Donc on continue de laisser des médecins s'installer dans des villes où il y en a déjà autant. En forme locale, il y a un élément qui est très intéressant, c'est le fait de favoriser, de faire de favoriser l'accès aux études de médecine des jeunes, des plus jeunes, notamment dans les territoires ruraux. Ça, c'est un élément qui est intéressant. Moi, ce qui me choque plus finalement, c'est effectivement hier les amendements qui ont été déposés par les sénateurs qui méconnaissent complètement les conditions de terrain et de travail des jeunes médecins, je trouve qu'ils tirent complètement à côté, qui ne vont pas au plus proche de leurs conditions d'exercice. Un exemple de proposition qui a été faite qui vous semble à côté de la plaque? Par exemple, le fait d'obliger les internes, les médecins de santé publique à exercer 2 mois de médecine libérale. Ça, fait partie des amendements qu'on a pu découvrir, non sans surprise, hier soir, mais c'est complètement déconnecté de ce que vivent les médecins. Aujourd'hui, c'est déposséder finalement le jeune médecin de sa capacité à concilier à la fois sa vie professionnelle et sa vie privée, et c'est ce à quoi les jeunes médecins
attendent à présent. Vous voyez, il y a une espèce de considération qui n'a pas suivi. Je propose à Mathias Harès de nous rejoindre tout de suite parce qu'on va essayer de voir ce qui a déjà été mis en place ou proposé pour soulager les cabinets médicaux. Rebonsoir Mathias, il y a plusieurs propositions. Oui, c'est ça. Alors il y a d'abord celles qui viennent des médecins eux-mêmes. En janvier, plus de 200 généralistes signaient dans l'Express une tribune avec plusieurs propositions pour gagner du temps médical. Par exemple, les certificats de sport, les prescriptions de lits médicalisés, de transport par ambulance. Autant de temps perdu qui ne nécessite pas toujours l'avis d'un médecin, mais plutôt un rapport de confiance. Alors, un exemple concret, Thomas. Vous avez un enfant malade. Un petit rhume, une nuit compliquée, vous n'avez pas de solution de garde, eh bien vous devez rester à la maison. Problème, pour justifier de votre absence auprès de votre employeur, il vous faut un certificat médical et donc un rendez-vous. Les médecins ils ont semble-t-il été entendus cette nuit grâce à un amendement déposé au Sénat. La loi pourrait tendre vers la possibilité de fournir une simple attestation sur l'honneur. Bon, c'est très gentil de me rajeunir, ça fait longtemps que mes enfants soignent leur rhume tout seuls. Bref, le gouvernement a aussi ses propres propositions. Oui, c'est le sens des assistants médicaux créés en 2018 dans le cadre du plan Ma Santé 2022. La fonction d'assistant médical consiste à libérer les médecins en recevant au préalable leurs patients pour prendre en charge tout ce qui est administratif ou des petites tâches médicales. Alors à l'époque, la mesure avait fait débattre les syndicats de professionnels, étaient assez dubitatifs vis-à-vis de cette pratique, pourtant largement répandue en Europe. Dans un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales rendu mi-juin 2023 sur la fonction et la formation de ces assistants, eh bien les retours sont très positifs. Aujourd'hui, la France en compte un peu plus de 3000. C'est en deçà de l'objectif qu'avait fixé Emmanuel Macron à 4000 pour fin 2022, mais la ligne directrice reste la même. Fin 2024, il en faudra plus de 10 000. Et puis on l'a évoqué rapidement, il y a certains professionnels aussi qui ont fait des propositions. C'est le cas des pharmaciens, par exemple. Actuellement, il est possible pour eux de réaliser certaines vaccinations ou de renouveler des ordonnances pour des maladies, par exemple de longue durée. Un usage clairement en dessous de ce dont ils sont capables. Eh bien, pour les syndicats, il n'est pas question pour autant de piquer le travail des médecins. On écoute. La problématique n'est pas une problématique entre professions. Le problème, c'est une évolution de la société, liée peut-être aussi à un manque de médecins dans le territoire, qui fait que les gens viennent à nous. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Et je serais ravi, rien ne me ferait plus plaisir que d'avoir un patient qui est allé chez son médecin et qui vient ensuite à la pharmacie. C'est le meilleur circuit. Je promeus celui-là, mais quand il n'est pas possible, il faut bien faire autrement. On ne peut pas laisser les gens sans rien. Oui, parce qu'avec plus de 73 000 pharmaciens recensés sur le territoire, on peut largement imaginer que les moyens seraient supplémentaires pour ajouter à cette lutte pour l'accès aux soins. Merci beaucoup Mathias. Françoise Gatel, on pourrait parler des sages-femmes aussi, qui peuvent suppléer les médecins gynécologues pour certaines consultations de suivi, par exemple. Oui, alors j'aime beaucoup votre question, parce que je pense que comme on est en situation de crise démographique et aussi de mode de vie, vous l'avez dit, il faut qu'on invente autre chose. Et qu'on l'a vu, on a des infirmières en pratique avancée qui peuvent faire des choses, à un moment sous l'autorité du médecin, des sages-femmes qui aujourd'hui, on en voit s'installer dans des petites villes, peuvent aussi assurer un service de qualité, de proximité, y compris quand la maternité s'est un peu éloignée, on va à la maternité pour accoucher comme un acte médical et ensuite on a des sages-femmes. On n'a pas parlé de la psychiatrie, mais en psychiatrie, il y a bien des choses à dire et que je pense que de la même manière, il y a des suivis de soins qui peuvent être organisés et je pense qu'il faut reconnaître la compétence de chacun, mais il faut qu'on ait une chaîne de soins et que comme on manque de médecins et qu'il y a des endroits où il n'y a pas de médecins, mais il y aura toujours des malades, eh bien, il faut qu'on ait une capacité à avoir le médecin, le pharmacien, l'infirmière, etc. Et vous voyez les pharmacies. Aujourd'hui, on a dans nos villes, dans les campagnes, j'en parle pas, des pharmacies qui ne trouvent pas de repreneurs. Ça veut dire qu'un pharmacien, il part en retraite, il n'y a personne pour le remplacer. Pourtant régulé. Et alors, oui, mais non, mais attendez, ça veut dire que oui, mais le pharmacien, il s'en va aussi parce que parfois, il n'y a plus de médecins. Non, mais vous savez bien comment une pharmacie, elle a une activité quand elle est près d'un médecin. Et que si on permet aux pharmaciens d'assurer des actes complémentaires pour lesquels ils doivent être rémunérés, je pense que ça peut consolider une présence de professionnels de santé dans des petits villages. Frédéric Billard, est-ce que ce qu'on vient d'évoquer, d'annoncer, ce qui s'est mis en place, est-ce que ça a été freiné, notamment par les médecins, depuis des années ? Est-ce qu'on aurait pu mettre ça beaucoup plus tôt en place ? Mais je crois que le débat de fond, il est
de savoir si on a un problème conjoncturel. Essayons de tenir le système le temps qu'on ait beaucoup plus de professionnels de santé, ce que pense Monsieur Valtou, Madame, qui pense qu'ici on bricole un peu, et peut-être qu'ils ont raison, hein, mais c'est le débat de fond, c'est pas de la caricature. On bricole pas. On fait un service d'urgence. Quand on crée un CTS, quand on met un truc à CTS, c'est tout, c'est du bricolage. Il faut changer le système. Non, mais il faut l'adapter tous les 50, 70 ans, il faut adapter le système. Moi, c'est ma vision, c'est pas d'une caricature. Je pense qu'avec le choc démographique, épidémiologique, technologique de ce système, nous sommes dans un nouveau monde, comme dirait le président de la République, qui d'ailleurs, je rappelle, a lancé un CNR santé, c'est-à-dire qu'il fait le même constat. Le seul problème, c'est que 2 ans après ce CNR santé, mais il n'y a pas une ligne qui a été produite. Donc on voit bien qu'on a globalement le partage d'un diagnostic de refonte nécessaire qui doit démarrer par qui ? Qui doit lancer la refonte ? L'État. Et en fait, je veux bien qu'on reproche aux professionnels de santé, qu'ils soient médecins ou pharmaciens, et on peut leur faire plein de reproches, notamment de ne pas assez penser l'avenir. Ce qu'a dit M. Valtou, c'est vrai, mais ça serait quand même plus simple pour ces professions de penser l'avenir si l'État lui-même pensait l'avenir. Vous savez qu'il n'y a pas de stratégie nationale de santé. Il y a un projet de loi de financement de sécurité sociale qui est en train d'être voté à l'Assemblée. Eh bien, on n'arrive plus à faire ces budgets parce qu'on ne sait pas quoi budgéter. Il n'y a pas de politique de santé. Tiens, justement, on va en parler de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Discussion compliquée, Mathieu. Discussion courte, puisqu'il va y avoir un 49.3 décidé par Elisabeth Borne. Donc les débats, en même temps, est-ce qu'on a raté grand-chose ? C'est ce que je me demande, parce que chaque année, c'est un peu toujours la même chose. Hein. Comment freiner les dépenses, comment ramener les comptes à l'équilibre, comment faire des économies. Cette année, le gouvernement cherchait notamment à en faire sur la branche assurance maladie. Il a hésité, par exemple, à doubler les franchises médicales avant d'y renoncer. Il a hésité à piocher dans les caisses des régimes de retraite Agirc-Arrco avant d'y renoncer. Il a hésité à supprimer des exonérations de cotisations sur les plus hauts salaires avant d'y renoncer. Ça montre bien, en fond, les difficultés de l'équation où chaque décision prise d'en haut chaque année est vécue comme un recul, un sacrifice ou un délabrement. Ça veut dire que l'équilibre est impossible ? Ça veut dire que les Français sont attachés à leur système de santé qui était autrefois qualifié de meilleur du monde. Et entre nous, quand vous discutez avec des amis étrangers, vous pouvez quand même voir que cette réputation n'était pas complètement infondée ni usurpée. Mais en gros, l'équilibre, il est difficile à atteindre parce que, à mes yeux, notre système il est victime de 2 hiatus. Le premier, c'est un hiatus entre le citoyen qui considère que la santé c'est gratuit et la réalité qui est que c'est un système qui coûte cher, très cher à la collectivité. Je rappelle, 470 milliards de prestations, c'est quand même plus que le budget de l'État et c'est 25% de la richesse nationale. Le second hiatus, c'est que c'est un système qui mixe un financement socialisé par le biais des cotisations ou par le biais des impôts avec des prescriptions en partie libérales. Du coup, le patient ne se soucie pas franchement des prix puisqu'il est remboursé ou qu'il ne sort pas d'argent de sa poche avec le tiers payant. Et le praticien non plus se soucie pas franchement des prix puisque sa patientèle, on dit pas clientèle, est de toute façon solvable. Alors ce sont évidemment pas les seules raisons qui expliquent les déficits récurrents, mais c'est un problème ontologique, j'allais dire, de départ dans notre système de santé. Par la suite, évidemment, il y a le fait qu'on soigne mieux, des traitements novateurs plus coûteux, le fait qu'on soigne plus longtemps parce qu'il y a le vieillissement de la population, il y a les avancées technologiques, tout ce que Frédéric Bizard décrivait. Mais du coup, depuis 20 ans, et même on peut remonter, les comptes de la Sécu n'ont jamais cessé d'être dans le rouge. Alors il y a eu des améliorations, 2018-2019 on était près de l'équilibre et puis ça a explosé avec la pandémie où c'est reparti à moins 42 milliards en 2020, moins 25 en 2021 et puis là ça a un peu rebaissé puis ça va remonter encore en 2024. Pour conclure, est-ce que c'est si grave ? Traditionnellement on répond non si c'est conjoncturel, oui si c'est structurel et là force est de constater quand même plutôt devant des problèmes structurels. Alors oui, il y a des améliorations à mener, oui, il y a des économies à faire, oui, il y a des gabegies à traquer, mais sans oublier non plus que notre protection sociale, c'est un amortisseur économique et social, en particulier pour les plus défavorisés, et que dépenser pour la santé de sa population, c'est peut-être aussi un investissement pour l'avenir et pas seulement un fardeau économique. Au fond, c'est pas forcément l'équilibre qui est impossible, mais l'équilibre à trouver dans un consensus, c'est-à-dire une solidarité juste qui fasse consensus dans la classe politique et entre les citoyens. Françoise Gatel, ce déficit chronique, est-ce que vous, en tant que parlementaire, ça vous désole pas de chaque année voter des budgets qui peuvent sembler insincères ou qui de toute façon mènent à un déficit ? Alors moi, en arrivant au Sénat la première année, quand j'ai fait l'exercice du budget, j'ai découvert ce qu'est la tuyauterie budgétaire. Et j'ai découvert par Ampiès qu'elle a envoyé les ministres qui succédaient, la santé, le ministère des Armées, etc. Et tout le monde disait alors on va rajouter tant de millions.
sur ce budget, sachant qu'on savait qu'on n'en avait déjà pas assez de manière générale. Voilà. Donc, je pense qu'on a un vrai sujet, parce qu'à un moment, il va falloir financer ces dépenses de santé. Et en même temps, moi, je partage votre analyse, c'est-à-dire la santé, ça a un coût, mais ça fait partie d'un projet de société, de cohésion sociale. Et que, en même temps, combien de temps aurons-nous les moyens de financer tout ça? Je ne sais pas. Moi, j'avoue que si on avait augmenté la participation ou la contribution des patients, ça ne m'aurait pas en soi choqué, parce que je pense qu'il faut que chacun soit conscient du coût. Quand vous allez aujourd'hui à la pharmacie, vous sortez avec votre sac de médicaments et que vous n'avez quasiment rien payé, vous perdez le sens des choses. Et dernier point peut-être pour répondre, moi je suis favorable à la liberté et à la responsabilité. Sachant que les médecins, c'est une profession très difficile, exigeante, mais remarquable et très noble. Et au Sénat, moi, à plusieurs reprises, comme d'autres collègues, j'ai voté dans des lois de finances de la sécurité sociale un projet qui disait « Ok, les médecins revendiquent la liberté de s'installer ». Contrairement aux pharmaciens, bon, pourquoi pas. Mais nous, on considère que les médecins sont libres de s'installer, mais s'ils vont dans des territoires surdotés, eh bien, on ne les conventionne pas. Eh bien, ça non plus, ça n'a pas beaucoup de succès. Mais moi, je trouvais que c'était pas mal. Bonne idée, mauvaise idée. 87% du territoire français est en désert médical, donc les territoires surdotés, c'est un mythe. Ça n'existe pas. Bah, quand même, quand vous allez dans certaines parties du territoire, ça reste... Il y a des lieux où c'est encore pire qu'ailleurs. C'est juste un mythe, en particulier en médecine générale. Mais oui, là aussi, vous êtes sur le débat. Encore une fois, qu'est un débat? C'est pas une caricature. Moi, je pense qu'il faut changer. C'est le modèle économique qu'il faut changer. On est tous d'accord que de passer du coût à l'investissement. Mais comment on fait? On fait qu'on transfère ce qu'on a fait pour le travail, très bien, on a mis 15 milliards d'euros sur les compétences, ce qui fait qu'enfin, on arrive à maîtriser notre dépense. Là, il faut investir dans le capital humain, parce que si on veut créer de la valeur ajoutée sur le système de santé, il faut que les gens restent en bonne santé le plus longtemps possible. Et là, vous amortissez complètement l'effet vieillissement, puisque vous diminuez la part de soins. Donc il faut d'abord investir beaucoup sur le capital humain des professions de santé, pour pouvoir économiser ensuite sur les dépenses La deuxième partie de la réponse, c'est en effet de contrôler les dépenses des affections de longue durée. Ces parcours de soins, il faut passer d'un modèle du soin individuel à un modèle de parcours, ce qu'on n'a toujours pas fait, parce qu'on a toujours cloisonné. On a parlé tout à l'heure des machins trucs. Mais vous voyez, donc voilà, si on fait ça, on contrôle l'essentiel des dépenses. Je donne la parole à Frédéric Valletoux pour conclure. C'est un peu plus d'une minute 30. Est-ce qu'on peut finalement régler les questions là, il y a plusieurs questions qui sont liées, les déserts médicaux, l'attractivité du métier, des métiers de santé, sans casser la tirelire, tout simplement? La France consacre 250 milliards d'euros à ses dépenses de santé. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que dans ce volume-là, qui est plus de 10% du PIB, on a les moyens, en réorganisant les financements, de pouvoir mieux financer à la fois la consultation du généraliste, le salaire de l'aide-soignante à l'hôpital, mieux investir Mais si on donne plus à certains, on retire de l'argent. Où est-ce qu'on récupère l'argent? Si on est sur la même enveloppe. On le sait, on sait que notre système de santé est traversé aussi d'un certain nombre de rentes, de situations confortables, et qu'il y a l'OCDE dit 20%, d'autres études disent 30% de dépenses qui sont des dépenses qui sont pas, qui sont un peu de la gabegie, qui sont des dépenses inutiles, qui sont des dépenses redondantes, qui sont des dépenses de confort. Parce que dans une médecine à l'acte, plus vous faites d'actes, plus vous avez de revenus, et donc inévitablement, tout le monde n'est pas à 100% vertueux, et vous avez parfois certains, mais tout le monde, à l'hôpital, dans le privé, dans le libéral, qui peuvent pousser à l'acte parce que ce sont des éléments du revenu. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'il faut sans doute remettre à plat le financement, mais le système de santé, c'est pas un tonneau des Danaïdes. Ça sert à rien de mettre des milliards chaque année en plus. Il faut mieux financer ce qui est pertinent. Voilà, ce qui sert la santé des Français au bénéfice de ce qui sert le revenu de certains. Merci beaucoup. On terminera là-dessus. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat. Et je vous donne rendez-vous demain, 18h-22h, pour un nouveau numéro de Sciences Publiques. Notez également l'invité de la matinale, Yannick Jadot, sénateur écologiste de Paris, face à Oriane Mancini à 8h du matin. Belle soirée.